سيلقي الأستاذ عبد الله الساعد البرنامج الوطني، نظرة على البرنامج الوطني والجهوي للمنتدى الوطني في النطاق المغربي، وفيما يلي سيلقي الأستاذ عبد الحنان مداخلة بعنوان لا موندياليزاسيون دو ليكونومي سوسيال، العولمة والاقتصاد الاجتماعي. كلمة الأستاذ عبد الله الساعد. نشر الوثيقة اللي هي أساسية، لأننا بغينا هذه الوثيقة تغنى بالملاحظات والاقتراحات اللي يمكن تجي من عندكم. إذا هذا هو اللي كنت باغي نأكد عليه. هناك برنامج وطني وهناك برامج جهوية، ولكن المحور ديال هذه السنة هو المخطط الرباعي 2011-2014، وتيكونوا في أفق المؤتمر ديال المنتدى المدني الديمقراطي المغربي اللي غيكون خلال السنة المقبلة 2011. هذو هما ثلاثة ديال الأشياء اللي بغيت نذكر بها قبل نرجع كلمات السيد الرئيس. الكلمة الآن الأستاذ عبد الحنان، أستاذ تعليم العالي كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، هو كاتب عدة مقالات وكتب. يمكن
كاينه نوجدوها في لو سيت فوالا.fr بالعربي مع حنان فوالا.fr سلاش بالعربي حنان. اهتماماته في هذه الايام حول الاقتصاد الاصطناعي ايكونومي اندستريال اصطناعي اندستريال، اقتصاد وتدبير المعرفة ايكونومي جيستيون دو سافوار، وهو أستاذ زائر بعدة كليات الجزائر أمريكا، ولنا شرف أن نستضيفه في المنتدى باش ينظر لنا حول مسألة العولمة والاقتصاد الاجتماعي. Merci, Monsieur le Président. De prime abord, je voudrais remercier le Forum citoyen, civil et démocratique. Je me rappelle bien et j'en garde d'excellents souvenirs d'avoir assisté à une de ces consultations nationales au mois de mai 2007 au Nigeria. Et par la même occasion, je voudrais l'aimable et combien agréable estime dont je tiens mon collègue et ami, néanmoins toujours mon voisin, Sergla Saf, et tous ceux qui travaillent avec lui. Et je tiens surtout à remercier la cheville ouvrière qui gère avec lui aussi bien le forum que le centre des études économiques et sociales. Je vais beaucoup apprendre de l'honorable audience. Je voudrais ici commencer par tout simplement un fait d'actualité, c'est qu'aujourd'hui, à Séoul, se tiennent des assises de ce qu'on appelle le G20, c'est-à-dire les grandes économies industrialisées et les économies émergentes qu'on appelle BRIC, c'est-à-dire le Brésil, Russie, Chine, etc., Inde, Chine, etc., etc. Et avant que ce sommet termine sa soirée, je pourrais vous dire que les résultats seraient maigres, puisque chacun tire la couverture de son côté. Je ne penserais pas, ça je le dis d'un point de vue purement scientifique, je ne penserais pas que ce sommet puisse résoudre ou puisse ébaucher une résolution de la crise. Cela veut dire que nous nous voyons ce soir alors que nous serions encore au creux de la crise économique mondiale, contrairement aux prévisions qui étaient faites il y a 2 ans, à savoir que cette crise va connaître, disons, une reprise à partir des années 2010-2011. C'est une crise, comme je l'avais dit autrefois à la faculté, peut-être certains de mes collègues étaient présents, c'est une crise du système. Là, je pourrais vous expliquer plus tard comment. Et c'est une crise qui vient après un long cycle, tous les années 80, caractérisé par 3 ruptures fondamentales. La première rupture est l'ordre politique, une rupture avec toute gestion politique totalitaire, parce qu'elle s'avère qu'elle est non seulement inopérante, mais elle est contre-politique. Donc, si vous voulez, la liberté de ne plus transmettre, bien sûr, dans les visions du monde que nous sommes forgés depuis le XXe siècle. Et enfin, la troisième rupture, c'est une rupture culturelle, à savoir que la culture anglo-saxonne a déposé le bilan et elle ne peut pas résoudre tous les problèmes. On ne peut pas, par l'ultralibéralisme, dire qu'on peut résoudre les problèmes écologiques, les problèmes sociaux et même les problèmes de crise. Parce que les capitalismes connaissent des spécificités. Et d'autre part, parce qu'il est impossible de gouverner le monde de main forte par une puissance inouïe. Et je m'excuse là, je ne fais que répéter certaines choses qu'on disait auparavant. Alors, comment dirais-je, cette déduction de ces 3 distorsions, 3 ruptures, pourrait nous faire dire que le monde économique va assister à l'émergence de modèles spécifiques de développement, puisque la
culture économique anglo-saxonne ne peut pas tout résoudre et l'ultralibéralisme ne peut pas apporter toutes les solutions nécessaires. À côté de ces ruptures, de ces déductions, je voudrais vous livrer 3 ou 4 outils pour comprendre la mondialisation. Le premier outil, qui est corollaire du système capitaliste lui-même, c'est le développement inégal. Quand on dit modèle, système différent, ça veut dire que les systèmes seraient de niveau complètement différent. On ne peut pas imaginer une homogénéisation à l'échelle mondiale du faire-valoir économique et du mode de production et de gestion économique. Deuxième outil, c'est l'instabilité, notamment l'instabilité de la finance globale. Plus celle-ci se globalise, plus les risques d'instabilité seraient toujours potentiels. Et enfin, troisième outil, entre autres, troisième outil, c'est que la mondialisation implique en soi la problématique d'un développement soutenable. Et là, je vais peut-être en discuter assez quand je parlerai d'économie sociale. Alors, à partir de ce que je viens de vous dire, je vous propose 3 points fondamentaux, enfin 3 points que je juge importants devant vous pour comprendre cette crise. Le premier point, qu'est-ce que c'est que l'économie mondiale pour la mondialisation? Le second point, la crise, enfin le processus de mondialisation de la crise. Et enfin, le troisième point, l'économie sociale comme une des réponses à cette mondialisation. Alors, je voudrais là ouvrir une petite parenthèse sémantique. Le mot mondialisation n'existe pas en sciences économiques. S'il y a des économistes, ils peuvent chercher dans les ouvrages, dans les lexiques. Le mot n'existait pas avant les années 2000. Il était proposé par des journalistes, pas par les professeurs d'économie. Les économistes disent souvent système économique mondial. Système par rapport au système biologique, au système cybernétique, au système de gouvernance, etc. Mais à lire les journalistes durant les années 2000, 98-2000, on comprend que chez eux, la mondialisation veut dire une ouverture des frontières, un commerce qui n'est plus international mais un commerce mondial, etc. etc. Si je m'en tiens à ceci, je pourrais vous dire que la mondialisation actuelle, ce n'est qu'une vague d'une série de mondialisations. Malheureusement, il n'est pas ici le temps matériel disponible. Je ne pense pas avoir ici le temps matériel pour vous donner une liste exhaustive. Je serais incapable d'ailleurs de le faire, une liste exhaustive de mondialisation. Je peux tout simplement faire une petite promenade du côté du siècle, je ne sais pas, 16e siècle, pour vous évoquer par exemple la mondialisation commerciale. Au lendemain du désenclavement planétaire, c'est-à-dire quand l'Occident a pratiquement découvert toutes les contrées de la planète, alors là il y avait un essor commercial après la découverte de l'Amérique et après la liaison entre l'Orient et l'extrême-Orient et la Méditerranée, soit via la Méditerranée, soit via l'océan Pacifique, Atlantique, etc. Là, c'est une mondialisation commerciale, à dominance commerciale, qui a pour arrière-scène un long processus de fermentation technique tout le long du Moyen-Âge. Cette mondialisation s'était caractérisée également par une crise qu'on peut appeler actuellement financière, puisque le pillage de l'or américain devait transiter par l'Espagne et le Portugal. L'Espagne et le Portugal ne disposaient pas à l'époque d'un système productif capable de métaboliser les richesses de l'Amérique, les richesses américaines, et donc il y avait un flux de l'or et de l'argent dans toute l'Europe, ce qui s'était traduit par une crise financière de nature inflationniste. D'ailleurs, l'un des rois français a demandé qu'est-ce qui se passe, et un économiste de l'époque a rédigé ce qu'on appelle les réponses au paradoxe de M. Malestroit. Alors, cette crise de la mondialisation commerciale a eu comme avantage une certaine éclosion culturelle.
la crise a montré que la culture d'une découverte tous azimuts de la planète n'est pas porteuse en soi de bienfaits, d'où une résistance culturelle qu'on appelle la Renaissance, c'est-à-dire un retour au patrimoine gréco-latin. Et vous allez voir que ce retour va avoir des effets sur la culture économique actuelle. Alors dans ce retour, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le retour à des valeurs fondamentales de la liberté de l'homme, donc on tire des enseignements surtout d'Aristote. On trouve également un retour à l'homme en tant que maître de l'univers, dont on tire l'enseignement en matière de progrès technologique. On trouve également les fondements de l'État, chez Montesquieu par exemple, l'esprit des lois. Bref, cette crise culturelle, enfin cette résistance culturelle va nous embarquer plus tard, à partir du fin du XVIIIe siècle, dans l'application de tous ces préceptes, c'est-à-dire les fondements des droits humains, enfin les droits de l'individu, la primauté de l'individu, le calcul le calcul d'utilité pour l'individu, pour se détacher de l'Église, tout cela va se retrouver plus tard dans une dissidence de la philosophie économique qui a préparé l'économie classique avec Smith, avec Ricardo, avec